Welcome. You're now listening to Dirty Feet. Bonjour, oui, vous êtes sur les ondes des Pieds Sales, a.k.a. Dirty Feet podcast on No More Radio. Been hosted by Joanie Farran, JD Papillon, Allison Burns. Stay tuned, we're gonna move you. So it's summertime in Montreal, and that means that the world is alive with festivals, and we are taking full advantage of that. Currently, the Festival Transamérique is running, and a little later on, we're going to be talking to our guest this week, who is presenting as part of the Au Vertigo show Chaos in the festival. 2 weeks ago, we had a few guests from the OFF-TA, which is an offshoot of the FTA Festival. And we've also been covering some of the shows. I've had the pleasure of seeing Birds with Sky Mirrors and Lever des Conflits this week, and both of those reviews are up on bloodyunderrated.net, our partner site. There's going to be a lot more reviews up there soon because we are moving into Fringe Festival time. And over the years, the Fringe Festival has been getting more and more dance shows in there. Started off mostly as theater. There's some music and a little bit of dance, and just in the past few years we've been getting more and more dance shows applying to the Fringe Festival. And for the next 2 episodes here on Dirty Feet, we're going to be talking with different artists who are either doing dance shows or dance events or movement-based theater pieces in the festival. So we're really just going to talk to a whole slew of movers over the next couple of weeks that are somehow involved in the Montreal Fringe Festival for the summer of 2013. We're also going to be reviewing all the dance shows, again, on bloodyunderrated.net, our partner site. So stay tuned for that action. Bienvenue à Dirty Feet. Aujourd'hui, avec nous en studio, on reçoit Robert Meyer, un danseur d'Au Vertigo, qui va performer dans la pièce Chaos qui est présentée dans le cadre du FTA. Donc, bonjour Robert, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien, merci. Merci. Donc, en fait, plutôt que de te présenter, je vais te demander de nous parler un petit peu de ton parcours, d'où tu viens et combien de temps, en fait, t'es avec Au Vertigo. Je suis originaire de Montréal. C'est un peu le milieu du jazz qui m'a amené dans la danse contemporaine. Fait que c'est un peu la danse contemporaine qui est venue me chercher en quelque part. Mon entraînement est un peu éparpillé un peu partout. Est-ce que j'ai pris, je suis de la génération avant les programmes universitaires en danse et tout ça, donc c'est d'aller chercher des ateliers, de voyager pour aller prendre des différents stages, des sessions d'été, j'ai été 3 ans à Calgary, où est-ce que là j'ai continué un peu, je faisais un peu d'enseignement, mon travail d'interprète. J'ai touché à la chorégraphie, puis un peu au théâtre aussi. Puis, je suis revenu à Montréal au début des années 90 pour me joindre à Au Vertigo pendant 4 ans. Après ça, j'ai quitté la compagnie pour faire du travail comme pigiste pendant une dizaine d'années. Travailler avec plusieurs personnes, mais surtout avec Benoît Lachambre, Paul-André Fortier et Isabelle Van Grimm. C'est des gens que j'ai passé plusieurs années à travailler avec. Puis, je suis retourné avec Au Vertigo en 2004 et je suis encore là. En gros, c'est ça. Avec Au Vertigo, ça fait combien de pièces dans lesquelles tu danses? J'arrivais pour la création de la Chambre Blanche, mais il y a un danseur qui s'était blessé, donc j'avais participé à la pièce d'avant qui était Train d'enfer. Fait que j'ai fait Train d'enfer, la Chambre Blanche, Déluge, Angels, la recréation de la Chambre Blanche, la Vikiba, Passari, les petites formes et Chaos. Ça fait 9, je crois. Je crois que j'en ai pas oublié.
Et dans ton expérience, tu as travaillé avec beaucoup de chorégraphes de compagnie, donc assez bien établis. Comment est-ce que tu trouves que c'est différent de danser en fait pour une compagnie établie plutôt que de danser pour des indépendants? C'est sûr que c'est un autre rythme de travail complètement. Je crois que c'est pas tout le monde qui peut être bien dans une compagnie comme c'est pas tout le monde qui peut être bien comme pigiste, parce que ça prend des tempéraments peut-être différents. C'est sûr que il y a un gros roulement comme dans la compagnie là, c'est des grosses saisons, souvent des trucs qui se overlappent, excusez l'anglicisme, mais donc il y a un bon roulement de la tournée et tout. Puis souvent comme pigiste, tu te retrouves à travailler pour une période plus courte, mais souvent en même temps là tu te retrouves à travailler avec plusieurs chorégraphes en même temps, simultané. Donc, tu te retrouves à séparer tes contrats et essayer de trouver ton horaire. Et donc, c'est deux façons de fonctionner qui sont assez différentes. Moi, j'ai eu comme besoin de vivre les deux, si tu veux. C'est ça. Moi, j'aime bien avoir mon chez moi, avoir mon studio. On a l'avantage, si on est très chanceux, d'avoir un studio où on peut aller là tous les jours. On peut travailler avec les éclairages. Donc, tu as toujours l'impression d'être en situation de spectacle, si tu veux. Fait que ça, je trouve que c'est un des gros avantages qu'on a, puis une des grosses chances qu'on a en tant que danseur d'une compagnie. Et provenant du milieu du jazz, ce changement-là, en fait, ce passage-là vers la danse contemporaine, comment tu l'as vécu? Est-ce que ça a été assez radical comme expérience ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait assez fluidement? Ben, je pense que ça s'est fait assez fluidement parce que je pense que j'ai toujours eu faim de mettre ma main sur tout ce que je pouvais mettre, d'apprendre le plus possible. Donc, quand je faisais du jazz, je faisais aussi de la claquette, je faisais aussi du classique, je prenais des stages de danse de caractère, j'avais vraiment envie de goûter à tout. La danse moderne m'a toujours... En ce temps-là, on appelait ça de la danse moderne. Ça m'a toujours attiré. Je crois que ça faisait partie de moi sans le savoir. Puis, à un moment donné, comme par hasard, il y a des gens qui m'ont dit, il y a telle personne qui cherche un danseur. Puis ça donnait que c'était Martine Époque. Et dans la même période, Hélène Blackburn aussi qui cherchait quelqu'un pour remplacer un de ses danseurs blessés. Puis je suis allé vraiment là avec aucune attente, je les connaissais pas, je savais pas c'était qui, parce que j'étais dans un autre monde un peu. Puis à partir de là, je me suis lancé dedans, puis je suis jamais vraiment sorti de ça, là. Je pense que moi, je suis comme très instinctif. Comme interprète, je suis instinctif. Puis dans ma vie, je suis instinctif. Puis je crois beaucoup qu'il y a des portes qui s'ouvrent dans ta vie. Puis des fois, c'est des gens qui l'ouvrent pour toi. Des fois, c'est toi qui les ouvres. Mais puis c'est à toi de décider, je me lance dedans ou, tu sais, comme d'écoute de soi, un truc d'écoute de soi. Puis... je vais beaucoup avec ça dans ma vie. Ce milieu-là, le milieu jazz, en fait, est plus je sais pas dans le temps comment c'était, mais il est plus vraiment très présent à Montréal. Montréal a pas vraiment une expérience, en fait un grand domaine de Broadway, de théâtre musical et tout ça. Mais est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait de retrouver éventuellement dans ta vie ou c'est quelque chose, t'es passé à autre chose? Ouais, je suis vraiment dans autre chose. Je veux dire, j'ai pas de jugement parce que en quelque part c'est ce qui m'a fait aimer la danse. C'est ce qui m'a lancé. Ça a été ma première passion, puis c'est ce qui m'a projeté dans la danse contemporaine. Puis maintenant, moi, c'est là mon milieu. Je crois que je suis au courant de ce qui se passe maintenant, peut-être dans le milieu plus commercial. Je crois que ça a peut-être plus changé vers le hip-hop et puis plus cette génération-là, mais je suis pas très au courant. Mais non, je crois que c'est vraiment... je suis dans la danse contemporaine pour y rester. On a reçu Mélanie Demers il y a quelques semaines qui nous parlait de sa nouvelle création, elle qui a été longtemps interprète pour Au Vertigo. Est-ce que à long terme, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, toi, d'aller vers la chorégraphie? On en parlait un peu plus tôt, là, hors des ondes, si on veut, d'être chorégraphe.
uniquement chorégraphe? Est-ce que c'est... J'ai pas l'appel. Je veux dire ça. Quand j'étais à Calgary, j'y ai touché un peu. Je trouve, comme interprète, on se trouve beaucoup à faire de la création en quelque part parce que souvent c'est demandé. Nous, on parle d'improvisation ou on nous demande de générer du matériel. Puis ça, dans ce contexte-là, je me sens beaucoup plus à l'aise, mais je trouve que je me sens pas chorégraphe dans le sens de faire la mise en scène ou la construction ou de bâtir une structure. Je le sens pas en ce moment dans moi. Mais bon, tu sais, comme je vois par exemple le spectacle de Louise Le Cavalier qui s'en vient, puis c'est sa première pièce depuis en tout cas longtemps. Puis je trouve ça excitant pour elle, puis pour moi, d'aller voir ça. Mais moi, je crois pas que j'ai cet appel-là en ce moment, en tout cas. OK. Puis, est-ce que Ginette Lorrain utilise beaucoup d'improvisation? Tu disais que tu te sentais plus libre quand les chorégraphes te demandaient d'improviser. Est-ce que c'est un processus que Ginette utilise beaucoup? Ben, ça dépend des créations. Il y a eu des contextes comme la Chambre Blanche où est-ce que, oui, il y avait de l'improvisation, il y avait du matériel généré par Ginette, il y avait des pièces comme Déluge, que là, vraiment, c'est plus Ginette qui générait le matériel. Dans le cas de Chaos, ça a été un peu des deux où est-ce qu'on a eu beaucoup de périodes d'improvisation. Il y a eu des fois, ils nous demandaient de créer de la gestuelle, mais à partir de trucs physiques très spécifiques. Dans la pièce, il y a des trucs aussi qui restent improvisés, mais dans une structure assez serrée quand même. Puis il y a d'autres choses qu'on a fait, comme on a pris à un moment donné, chaque jour on arrivait, puis on faisait une séance de position de photo, soit à partir d'une émotion, soit à partir d'une figurine qu'on mettait dans une position. Puis on a fait à peu près 450 photos. Puis à partir de là, il fallait créer un solo de 3 minutes qui partait du point A au point B, puis on devait se servir de chaque position pour se rendre, du point A au point B. Mais en fait, ce qui intéressait Ginette, qui l'intéresse encore, c'est de voir le chemin que nous, on fait entre, parce qu'elle est beaucoup plus intéressée à ce qui se passe entre le mouvement que le mouvement comme tel. Fait qu'il y a toutes sortes de façons de travailler comme ça qu'on a intégré à l'intérieur de Chaos. Et au niveau de la création, on va parler de Chaos en particulier, mais je suppose que Ginette suit tout de même un même procédé pour chaque pièce. Comment ça commence? Quand elle commence à avoir l'idée, vous commencez à en parler. C'est quoi exactement ce qui se passe derrière les portes d'Au Vertigo? OK. Mais c'est ça. Moi, c'est qu'on pense qu'il y a une façon pour chaque pièce de fonctionner de la même façon, mais ce que j'aime de Ginette, c'est qu'elle est toujours en train de se donner des défis, soit par l'espace, soit par l'utilisation de la technologie, soit par des images vraiment spécifiques. Donc, c'est sûr que la première fois, on va se rencontrer, puis elle va nous parler un peu de ce qu'elle voit, c'est quoi les images, des photos, des textes ou des trucs pour nous nourrir. Mais il y a quand même... je trouve qu'elle se donne des défis justement pour générer le matériel d'une façon assez différente. Comme il y a des fois, elle est partie d'une création en nous demandant, bon, c'était quoi notre fantasme comme danseur. Il y a d'autres trucs, avec Chaos, elle voulait vraiment... Elle était influencée par ce qui se passe dans le monde, tous les conflits qu'on voit un peu partout, puis ça a été son point de départ. D'autres fois, c'est des photos vraiment spécifiques d'une émotion. Ou fait que je pense qu'on y va comme ça, étape par étape, puis elle cherche, elle s'ajuste. Nous, on fait la même chose. Parfois, on laisse ça beaucoup plus libre, puis on fait des séances d'improvisation pour essayer justement de sortir des images de ça, puis à partir de là, prendre ces images là, les développer. Fait que c'est comme un mélange de tout ça. La Chambre Blanche, elle nous avait donné un questionnaire. On devait se trouver un personnage de pourquoi qu'on était dans un hôpital psychiatrique, c'était quoi les médicaments qu'on prenait, notre historique familial. Donc, c'est pas des trucs qui sont nécessairement restés comme il était une fois. Voici mon personnage, mais c'est des images, des émotions qui vont nous nourrir, nous, comme interprètes. Puis,
à partir de là, ben on construit. Puis nous, on trouve notre fil conducteur à l'intérieur de ça. Puis... Et à quel point est-ce que l'échange d'idées, la discussion entre chorégraphe et interprète, quelle place est-ce que ça a justement dans le procédé au Vertigo? Est-ce que vous discutez beaucoup d'idées avant de commencer l'exploration du matériel physique, ou est-ce que vraiment, dès le départ, c'est le matériel physique qui va un peu créer le parcours pour la pièce? Mais je dirais que c'est un peu des deux. C'est sûr, le travail de Ginette reste très physique. Donc, il y a une grande part de la pièce qui va se lire à travers le corps, à travers le dépassement aussi physique. Puis, c'est sûr qu'avant de commencer le processus, ben il va y avoir beaucoup de discussions à savoir, c'est quoi notre point de départ, c'est quoi un peu les idées, le processus dans lequel on va se lancer. Puis d'autres fois, elle va arriver, puis on arrive la journée même, puis on apprend que aujourd'hui on se lance, puis on fait une improvisation sur tel thème, puis on y va, puis après ça on en parle, on en refait une autre, puis ça va être juste ça la répétition. Donc je dirais que c'est un mélange de tout ça un peu là. Et au niveau de la compagnie, il y a souvent tout de même un bon roulement. Il y a beaucoup de nouveaux danseurs qui s'ajoutent. Souvent, à chaque pièce, il va y avoir des nouveaux danseurs qui sont ajoutés. Comment est-ce que cette énergie de groupe-là se maintient à travers les différentes itérations des créations d'Au Vertigo? Comment est-ce que vous renouvelez cette énergie-là à chaque fois? Je pense qu'elle se renouvelle en ayant les nouvelles personnes, justement, aussi. Puis c'est sûr que quand ça fait longtemps que tu travailles avec des gens, il y a un attachement, il y a une façon de fonctionner. Tu connais si tu fais des duos, tu connais pas mal le corps de l'autre, ses impulsions naturelles. Puis quand il arrive des gens nouveaux, mais je trouve que ça te sort un peu de ta zone de confort parce que tu es habitué de faire les trucs d'une certaine façon, puis ça te force à retrouver la communication avec quelqu'un, de connaître un corps nouveau. Des fois, dans le contexte où c'est juste une personne qui change à ce moment-là, mais c'est sûr que cette personne-là qui arrive, qui est nouvelle, elle va se faire un peu envelopper par le restant du groupe, puis se nourrir, puis se faire encourager, puis tandis que quand il y a vraiment un gros changement de groupe, ben là, à ce moment-là, c'est sûr que des fois, ça va prendre un peu plus de temps à retrouver ton énergie de groupe. Mais Ginette, je trouve qu'elle a une force de trouver les interprètes pour que ça fonctionne bien. On est des gens qui travaillent bien comme groupe, puis je sais pas c'est quoi son secret, mais ça semble fonctionner. Ça fait longtemps que je suis là, puis ça semble marcher pas mal à tout coup. Est-ce que par contre, ça arrive des fois, est-ce que tu as des expériences où des nouveaux danseurs étaient intégrés dans un nouveau projet et ils ont peut-être une approche qui est beaucoup plus individualiste au niveau de la création, ou ils fitaient juste pas dans le groupe? Est-ce qu'il y a eu des frictions justement? On n'aimera pas de nom. Non, mais c'est sûr qu'il y a toujours une période d'adaptation justement parce que souvent dans le meilleur des mondes, la personne arrive, puis on va commencer une nouvelle création, mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Souvent, c'est la personne arrive, puis elle remplace quelqu'un, puis elle a comme 3 spectacles à apprendre dans une période très courte parce qu'on part en tournée, puis après, il y a pas assez de temps fait qu'il y a beaucoup de stress parce qu'en plus de tout le nouveau matériel que tu apprends, tu dois embarquer un peu dans le style, découvrir, connaître le style de mouvement de Ginette assez vite. Donc, il y a comme un peu... aussi, c'est un rythme de physicalité que t'es pas habitué non plus parce que c'est vraiment une intensité d'apprentissage qui est très courte, puis un rythme que tu dois vraiment t'adapter très vite à faire beaucoup de portées, à aller dans ce dépassement-là physique. Fait que c'est sûr que c'est pas toujours évident, puis ça se fait pas toujours d'une façon facile et simple comme on le voudrait, mais éventuellement, avec le support de groupe, tu arrives à passer à travers cette phase-là pour enfin faire le matériel pour qu'il devienne le tien, en fait. Puis là, à ce moment-là, Ginette, elle a découvert c'est quoi ton corps, c'est quoi comment tu bouges. Là, elle va commencer à faire des changements pour l'adapter avec toi comme personne. Puis souvent, le travail, je trouve, de Ginette, on sent beaucoup le groupe,
mais tu sens beaucoup les individus aussi. Il y a comme une unité, malgré que tu sens chaque personne, les personnalités qui sont souvent très différentes. Fait qu'il y a un travail à construire une unité, puis d'intégrer nos individualités à l'intérieur de ça. Et en tant qu'interprète, toi, danser pour Vertigo, où est-ce que tu sens que ça t'amène le plus? Où est-ce que tu sens que ça t'enrichit encore plus que le travail avec d'autres chorégraphes, mettons, aurait pu le faire? Moi, c'est sûr que de retourner dans la compagnie après presque 10 ans d'absence, j'avais une inquiétude parce que je voulais pas avoir le sentiment de retourner en arrière. C'est pour ça que j'avais rencontré Ginette, puis on avait discuté beaucoup pour me rendre compte que finalement, elle aussi, elle a une évolution dans son travail, puis moi aussi, puis ça se rejoignait, ça semblait être une place rejointe. Mais mon désir premier de retourner en compagnie, c'était de me retrouver dans un groupe, de sentir cette énergie-là, puis de me nourrir justement de cette dynamique-là de groupe. Ça me pousse comme interprète puis comme personne, parce que c'est beaucoup de gens à gérer aussi, ce qui est une bonne affaire dans mon cas, parce que j'aime être dans cette situation-là. Ça me force à communiquer beaucoup, de m'adapter beaucoup au travail de duo, parce qui est une des grandes forces de Ginette. Puis je sens que j'ai beaucoup de liberté, je sens que c'est très structuré, serré, mais à l'intérieur de ça, je parle toujours de mon terrain de jeu. Je trouve mon terrain de jeu à moi comme interprète où je peux évoluer. Puis je peux aller dans le dépassement physique, ce que j'adore. Puis en même temps, je peux me retrouver à certains moments à aller travailler des trucs vraiment minimales, puis d'aller chercher un peu la maturité ou une couche qui est peut-être plus subtile, qui est en vieillissant de plus en plus intéressant. Et au Vertigo, c'est une compagnie qui tourne beaucoup, vous faites beaucoup de tournées internationales. Comment ça se vit, cette vie-là de danseur en tournée, en fait? Ça fait plusieurs années que tu le fais maintenant. Est-ce que c'est encore difficile des fois de partir de chez soi, ou est-ce que c'est encore intéressant de découvrir des nouvelles places, de redécouvrir des endroits internationaux? Ben, c'est sûr que pour moi, c'est toujours intéressant. Tout le monde est toujours bien excité quand c'est le temps de partir en voyage, parce que c'est sûr que quand on part, c'est jamais plus que 4 semaines, puis même 4 semaines, on va plus faire comme des blocs de tournées qui sont assez courts, souvent 2-3 semaines, donc c'est pas le même... je trouverais ça plus difficile si on partait genre 6 mois. Puis là, on se promène un peu partout, puis on revient. Le fait que c'est des périodes courtes, il y a comme une excitation qui est toujours là. C'est sûr que c'est un rythme qui est plus ardu avec tout le voyagement, les répétitions, les changements de salle, les changements de climat, souvent. Mais moi, j'essaie d'en profiter au max parce que je me dis, bon, mais je suis tellement chanceux. Je trouve que c'est un gros bonbon de ce qu'on fait, puis un gros cadeau de pouvoir justement aller un peu partout dans le monde, découvrir d'autres cultures, de recevoir aussi le feedback de ces gens-là, parce que souvent, ton spectacle sera pas reçu de la même façon. Que tu sois en France, en Allemagne, au Québec, il y a vraiment une réaction qui est différente parfois. Ayant dansé pour plusieurs spectacles de Vertigo, plusieurs pièces, est-ce que tu dirais que Chaos, c'est une suite logique dans le processus de Ginette Lorrain, ou est-ce que tu trouves qu'elle est allée vraiment ailleurs et elle a fait un show explosif qui est peut-être moins connu de sa signature, disons? Ben, moi, j'ai hâte de voir la réaction des gens parce que c'est un spectacle qui est plus, je dis qu'il est un peu plus dark. C'est un peu plus noir. C'est sûr qu'il y a de l'espoir dedans. Puis, il y a une poésie quand même de Ginette, mais je trouve que c'est un spectacle qui est plus cru. Probablement aussi à la couleur de ce qui se passe un peu partout dans le monde, vu que c'est ça qui a nourri là, la pièce.
Donc, ouais, c'est sûr que ça reste du Vertigo, c'est très, très, très physique. Ce que j'aime aussi comparé à Onde de choc, c'est le fun parce que c'était beaucoup des duos, des entrées, des sorties. Là, on sent vraiment la masse, l'individu versus la masse. Puis, il y a un gros travail de groupe dans cette pièce-là qui est vraiment intéressant. J'ai hâte de voir le feedback de ça. Est-ce qu'il y a encore un peu de théâtralité quand même dans Chaos? Disons, je pense un peu à Passaré qui avait des monologues un petit peu, si on veut. Souvent, il y avait vraiment le micro, l'aspect plus théâtral, plus individu qui parle, qui s'exprime. Est-ce qu'on retrouve ça encore dans Chaos quand même? Pas aussi théâtral, je dirais peut-être dans la présentation parce qu'il y a une super belle scénographie de Marilyn Bastien d'ailleurs, puis je dois dire c'est les éclairages que c'est de Martin Labrec qui sont vraiment magnifiques, qui crée un peu, qui sépare un peu la scène, qui crée un peu comme une forêt qu'on appelle. Là. Donc dans la présentation, oui, un côté théâtral, puis un peu de voix, mais très peu. C'est vraiment dans l'énergie brute. Il y a quelque chose de très brut, je trouve, dans cette pièce-là. Mais il y a une côté présentation un peu plus théâtrale, peut-être, là, mais... Est-ce que c'est la première fois que Au Vertigo présente à l'usine C? Je crois que non. Mais je pourrais pas dire pour quelle pièce, par contre. Parce qu'on parlait de l'espace un peu plus tôt, de l'usine C qui est vraiment, je pense que tu disais que c'était un peu plus personnel peut-être, ou c'était un regard vers le public qui était un peu plus proche? Je trouve que c'est une grande salle, mais les spectateurs ont une proximité. On voit bien pas mal de partout dans cette pièce-là, puis je crois que c'est parce qu'il y a beaucoup de choses sur scène, donc c'est bien d'avoir un certain recul, mais en même temps d'avoir la proximité pour sentir cette énergie de groupe-là. Je crois que ça va être une belle salle pour ça. Tu parlais un petit peu de la scénographie de Marilyn Bastien, et d'après les photos que j'ai vues, ça semble vraiment très intéressant. Comment est-ce que c'est utilisé cet espace-là qu'elle a créé? Pourrais-tu un peu le décrire pour les gens qui n'auraient pas vu les photos promotionnelles? Ouais, il y a comme des tiges de bois, si tu veux, qui créent une zone de la scène. Je crois que Ginette, elle voulait pouvoir diviser la scène pour vraiment avoir un espace qui peut nous amener soit en retrait, qui peut être soit une zone de confort où tu as envie de retourner, ou une zone dans laquelle tu es complètement pris puis que tu peux pas en sortir, que nous on a baptisé la forêt mais qui devient qui se transforme, je crois, à travers la pièce. Puis il y a comme un genre de d'amas de bois qui est comme suspendu aussi au-dessus, qui a l'air un peu fragile. On sait pas trop si ça va rester là ou tomber, qui crée un peu une tension, je crois, dans l'espace. Fait qu'en gros, c'est un peu ça. Puis nous, on travaille... c'est sûr que ça a pris une période d'adaptation parce qu'il y a beaucoup de courses, des trucs comme ça. Puis quand tu cours à travers les tiges, donc c'est quand même un défi. Mais nous, ça nous aide beaucoup à vraiment cerner des lieux, puis de nous nourrir aussi dans cet espace-là. Puis avec les éclairages, comme je disais, ça définit vraiment des espaces. Puis c'est ça. Et à quel moment dans le processus de création est-ce que c'est arrivé en fait cette scénographie-là? C'est venu assez tôt parce que... Une chance. Ben oui, parce que c'est le genre de choses que tu peux pas avoir là, à dernière minute, parce que c'est arrivé... en création puis en répétition, beaucoup là, on rentrait carrément dedans. Donc c'est un autre chaque fois qu'on reprend aussi cette pièce-là, qu'on doit retravailler avec, il y a toujours comme une couple de jours de ah oui, ok, ça c'est mon espace. C'est ça. Donc ça a dû venir assez tôt quand même pour que nous on puisse travailler avec. Et est-ce que vous savez déjà si la pièce va être, je vois déjà dans le futur là, mais est-ce que vous savez si la pièce va être présentée ailleurs à Montréal pour ceux qui vont le manquer pendant le FTA? Je sais pas, j'aimerais ça parce que on fait 2 spectacles à Montréal, puis c'est sûr que nous on a beaucoup de monde aussi qui
qui nous demandent la même chose parce qu'ils ont envie de pouvoir le revoir plus tôt. Il n'y a rien d'annoncé. J'ai pas de réponse encore pour ça. Est-ce que ça va être une première mondiale ou est-ce que ça a déjà été présenté ailleurs? On a présenté déjà à Madrid, c'était la première mondiale. Puis après, on l'a fait au Théâtre de Chaillot à Paris. On a présenté aussi à Pau, dans le sud de la France. Puis là, on présente ici. Et la réaction européenne à date, ça a été comment? C'était assez bien. Les gens, puis on avait comme le théâtre de Chaillot, c'est immense. On était vraiment impressionnés, là, puis c'était presque tout vendu. Puis les gens, la réaction était vraiment chaleureuse. C'est sûr que je crois pas que c'est un spectacle qu'on fait yeah puis se lève là, wow, c'était le fun. Je pense que il y a un petit moment d'absorber ce qu'on vient de voir, mais la réaction était vraiment bonne, vraiment bien. Et toi, en tant qu'interprète, est-ce que justement ce virage-là un petit peu plus sombre du travail habituel de Ginette Lorrain, est-ce que ça t'a amené quelque part d'autre dans ta vie? Est-ce que tu sens que ça t'a impacté d'une certaine façon? C'est une bonne question, ça. C'est sûr que ça force à amener ton approche du travail devient différente parce qu'il y a un côté un peu plus brut. L'esthétique aussi, ton esthétique à toi, comme il y a des trucs qui sont un peu improvisés, mais à partir de notions dans ton corps. Donc, c'est de trouver ces moments-là, puis de comment les habiter rapidement, puis de te permettre d'aller dans un état et un autre, sans que ça soit nécessairement, comment je peux dire, comme une signature qui part du début jusqu'à la fin, qui est sans arrêt, mais tu arrives dans le moment, tu dois trouver cet état-là. Puis donc c'est un défi, puis ça te pousse à aller dans des endroits peut-être que de te permettre d'être un peu plus vulnérable. Ça t'enlève ton safety net, là, comme ton truc de sécurité. Fait que c'est confrontant parfois. Puis aussi le fait qu'on travaille beaucoup avec des termes comme l'incompatibilité, les interférences, la place que tu essaies de trouver dans un groupe versus le chemin individuel que tu veux avoir. Fait que veux pas, quand tu es dans ça, puis tu es en création dans ce travail-là, mais ça se passe dans ta vie aussi, puis dans ta tête, c'est un questionnement qui est là aussi. Fait que dans ce sens-là, ça fait bouger des choses, je pense, puis ça t'amène un questionnement, puis ça te fait avancer comme interprète. Est-ce qu'il y a un compositeur oui. également? C'est Martin Messier. OK. Puis ça aussi, c'est une composition qui enveloppe beaucoup de vibrations, de distorsions, qui est un peu en contrepoint avec ce qui se passe avec le corps. Je trouve ça intéressant parce que, comme cette semaine, on apporte encore des changements pour essayer de trouver justement cet équilibre-là entre le côté intense d'incompatibilité, de conflit versus distorsion, avec de trouver l'équilibre aussi des moments qui sont plus calmes. De trouver la balance entre les deux. Puis je trouve ça super que Ginette se permette de faire ça. Puis Martin Messier a aussi changé certaines musiques pour qu'on continue à évoluer là-dedans pour avoir vraiment le tout, puis d'avoir cette bulle-là qui est Chaos. Est-ce que c'est la première fois que Martin Messier collabore avec Au Vertigo? Non, il a fait partie de On the Choc. Parce qu'il y avait Michael Nyman, qui a de la musique de Michael Nyman, mais il y avait aussi Martin qui avait sa propre musique de création. Puis c'est aussi lui qui a mis tous ces musiques-là ensemble, qui a fait un peu le concept de la trame sonore de la pièce On the Choc. Donc, Robert, si tu veux juste nous rappeler un peu les dates, les deux dates où Chaos va être présenté. C'est le 4 et le 5 juin, donc mardi et mercredi cette semaine à l'Usine C. À quelle heure? À 20h? À 20h. Oui. Parfait. Robert, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup.
So maybe you're wondering who you heard last week talking about shows in New York. This was our very first international correspondent, I guess, the people that we want to try to have talk about what's going on in the different cities that they are in the world, in Canada, in the US. And Mike is the first one doing that. So this week he talks a bit about himself, about what he did in the dance world, where he's from. And he also talks a bit more in detail, in depth, about different upcoming shows in New York in the next couple of weeks. So here it is. Here's Mike again. Mike Creatoro has taught movement education in K through college institutions, both nationally and internationally. With over 20 years of experience as a practitioner in dance, martial arts, and athletics, he has studied over 80 movement disciplines. As a dance science researcher, Mike has worked within the areas of special needs, Parkinson's, and stroke rehabilitation research, and more recently, therapeutic movement for victims of bodily or psychological trauma and/or torture. As an educator, he creates strong, student-centered relationships based on trust, mutual respect, and the sharing of ideas. His research interests include self-regulation learning tools, anti-oppressive pedagogy, hybrid online movement education, multilateral student-centered curriculum design, and therapeutic/healing movement environments. Mike has maintained a progressive, artistic career at the forefront of movement and technology, having worked on and with a number of interdisciplinary teams, including the Concordia Black Box Theater, iStage at Arizona State University, and the Atakalari Center for Movement Arts in Bangalore, India. He holds particular strengths within the areas of somatics, site-specific creation, arts integration, education, world dance, and media and technology. Mike is currently in New York City working towards his degree in dance movement therapy. By day, he works as dance faculty at the 92Y Harkness Dance Center, teaching capoeira, international dance styles, and helping to facilitate a dance movement therapy movement disorder group with Dr. Miriam Berger. By night, Mike provides individualized conditioning lessons for persons with particular ailments, disorders, or dysfunction at Attune Holistic Fitness. Up next, Performing Arts Calendar. June 12th through July 7th, La Mama Moves Dance Festival, which takes place in all three of their venues and features emerging and seasoned choreographers and reflects La Mama Moves' long-standing mission to performance that transcends politics and unifies culture. La Mama Moves is going to present the very unlikeliness, I'm going to kill you again and again version. June 14th through June 16th will be his first show. Chris Yon devises original dances from a developing catalog of physical hieroglyphics, shout-outs to heroes and winks to peers, setting gestures in rhythmic and spatial patterns to reflect on the complex physical behavioral spectrum of human beings and the mysteries of the composition of the universe. His dances are often accompanied by his original sound designs that source old records and field recordings. Since 2002, all of Jan's dances have featured and been increasingly shaped by Taryn Griggs, with whom Jan has been living and working with in Minneapolis since 2008. For more information on this very interesting performance work, you can check them out at lamama.org. That's LAMAMA.org. Next is the 32nd Downtown Dance Festival, presented August 10th through 16th in New York City. Established by the Battery Dance Company in 1982, the Downtown Dance Festival is New York City's longest-running free public dance festival that provides a unique opportunity for both professional and emerging dancers and choreographers to present original works of high artistic merit in a free public forum. Next, August 10th through 16th, the 32nd Annual Downtown Dance Festival. Established by the Battery Dance Company in 1982, the Downtown Dance Festival is New York City's longest-running free public dance festival that provides a unique opportunity for both professional and emerging dancers and choreographers to present original works of high artistic merit in a free public forum. The DDF revels in the panoply of dance that our city offers.
with strong emphasis on the inclusion of diverse dance styles and an international roster of performers. American choreographers such as Paul Taylor, Mary Anthony, Elizabeth Streb, Jane Comfort, and Daryl Moultrie have all presented their works alongside preeminent companies from Asia, Europe, and the Caribbean. If you want more information about the 32nd Annual Downtown Dance Festival, please visit batterydance.org, BATTERY dance.org. In our honorable mention section for this week, I'd like to talk about the Dance Parade. Dance Parade, Inc. is a 501c3 non-for-profit art services organization. Their mission is to promote dance as an expressive and unifying art form by showcasing all forms of dance, educating the general public about the opportunities to experience dance, and celebrating diversity of dance in New York City by sponsoring a yearly citywide dance parade and dance festival. At this parade, you can actually find the Dance Police, the NYDPD, joyously ticketing bystanders for night dancing. This happens every year, roughly in the third week of May. If you want any more information about what the Dance Parade does, when the Dance Parade is going to happen again, please visit danceparade.org, DANCEPARADE.org. That's Dance Parade. We've come to the end of this segment. Please keep your minds and ears tuned in and turned on. This is Mike Cretoro. Thank you for listening. À la prochaine. Till next time. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by Allison Burns, JD Papillon, Joanie Farran. and distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoreradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet, and you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show.